Salut Mickaël, comment tu vas? Salut, mais très bien, très bien, très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc Mickaël Ferrari, qui est du coup, je sais pas si on peut te catégoriser d'influenceur finance ou de créateur de contenu dans le domaine des finances depuis pas mal de temps déjà. Depuis combien de temps d'ailleurs tu t'es lancé, Mickaël? Création du blog en 2007, Ouais, donc ok. ça Tiens, date un peu. tu fais partie des piliers des finances perso. Et donc voilà, ce que je te disais en off, hein, c'est que moi je te suis quand même depuis pas mal de temps. Voilà, j'aime beaucoup voilà ton parcours et ton contenu. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un épisode donc un petit peu storytelling sur les hors-séries que j'appelle parcours d'investisseur, où on va échanger sur voilà ton parcours vers la liberté financière, comment tu as pu l'atteindre concrètement, qu'on parle un petit peu des différentes étapes que tu as pu rencontrer pour y arriver, et l'idée voilà c'est de pouvoir inspirer les auditeurs pour montrer que c'est possible et qu'on peut le faire. Euh, je propose que tu te présentes pour démarrer, qui tu es, d'où tu viens, on parle un petit peu de ton passé avant de parler de tes invests. Ouais, très bien. Je suis Mickaël Ferrari, donc comme tu le disais, j'ai créé à la base, à l'époque, ce qui s'appelait un blog, dans lequel je partageais mes recherches et découvertes à l'époque, qui s'appelle espritriche.com. Je suis auteur aussi de plusieurs livres, dont le dernier s'appelle Par ici la sortie, qui parle de liberté financière, où j'explique tout de A à Z justement. Et si tu veux, moi je viens d'une famille modeste, puisque mes parents me mettaient surendetté quand j'étais adolescent. Et donc j'ai cherché à ne pas reproduire les mêmes erreurs, et j'ai cherché surtout à faire en sorte que l'argent soit pas un souci dans ma vie. Euh, ça m'a assez rapidement mené à l'immobilier et puis à entreprendre de manière générale, puisque après avoir essayé le salariat pendant 2 ans, je me suis rendu compte que ça ne pouvait Pas pas pour toi. m'aider par rapport à cet objectif. Voilà. Alors ça c'était du coup t'as fait en études et tout, t'as fait quel type d'études, si tu en as fait? Ouais, moi j'ai un bac plus 5 en management et technologie de l'information. Ok. Et t'as Ouais. bossé donc un peu dans le salariat, c'est ça, 2 ans? Ouais, Et j'étais ensuite, tu t'es mis salarié à deux l'entrepreneuriat? ans. Ouais. Alors, j'ai démarré par le salariat dans des cabinets de conseil. Et par rapport à mes études. Et puis en fait, très rapidement, je suis devenu freelance dans ce domaine-là. Ok. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les cabinets n'avaient aucune valeur ajoutée. Et donc, Mhm. autant récupérer la La com marge? pour moi. Et donc, voilà. Bien plus que de la marge d'ailleurs. Et Ouais, donc, j'ai été freelance pendant plusieurs années dans ce secteur. euh, Ce qui était un pas intermédiaire entre salarié et entrepreneur. Ok. Euh, Et en fait, j'étais freelance, si tu veux, jusqu'à. C'est toujours moi, ça correspond toujours moi avec des cycles de vie perso. Donc ça me convenait bien tant que j'étais à Paris, que j'avais pas l'intention de partir de Paris. Mais dès que j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit que je voulais partir de Paris. Et donc, Bienvenue au c'est club. pas Je cohérent. fais pareil que toi. Ben voilà. Non, mais c'est classique, hein. Et donc, il y a beaucoup de consultants qui font les allers-retours. J'avais même un pote à l'époque qui habitait à Barcelone, qui rentrait le week-end à Barcelone faire des trucs comme ça. Mais je voulais absolument pas me faire des voyages toutes les semaines comme ça. Ça n'a aucun, Mhm. enfin, je trouve que ça n'avait aucun intérêt. Donc, j'ai cherché comment faire autrement. Voilà. Ok. Et ça, c'est vers quel âge t'as commencé à te poser la question de te dire, ok, je ferai pas ça toute ma vie et comment faire autrement? Oh, ça, c'est dès le début, en fait, hein. Si tu veux, dès le début, dès le premier, dès même mon stage de fin d'études, qui était mon contrat de travail, en fait, hein, pour lequel j'ai présenté le projet sur lequel je travaillais comme un stage, tu vois, ce qu'a validé mon école. Mhm. Moi, ça me permettait d'avoir un salaire et de présenter ça comme un stage. Dès le début, tu vois, à la fin de ce truc-là, je me suis dit, oh là là, mais ça, je C'est ne pas peux pour moi. pas me projeter là-dedans. Parce que, tu sais, tu rentres sur un chemin, et moi, j'aime toujours me poser la question, ok, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que ça te mène, en fait, ce genre de chemin? Et là, j'ai vu que ça me menait sur un chemin, bon, où oui, bah, tu commences,
j'étais développeur à la base. Ouais, tu peux devenir chef de projet, tu peux devenir manager. Je dis, mais tous ces postes-là ne m'intéressent pas. En fait, je les trouve pas intéressants. Donc dès le début, je me suis dit ça va pas me correspondre. Donc il va falloir que je cherche une autre manière de Un autre faire. moyen. Ouais, d'autres moyens. Ouais. Et donc, du coup, le moment où tu as commencé à t'intéresser à l'invest, c'était quelle année ou tu avais quel âge? Alors l'investissement, ça commence quand ça? Je démarre le blog en 2007, tu vois, et puis j'ai un pote américain qui me passe des bouquins qui parlent d'argent, qui parlent tu vois, les classiques, hein, Kiyosaki, si tout vous ça? les avez pas lus, lisez, voilà, Kiyosaki, mais même les moins connus qui ont inspiré Kiyosaki, comme par exemple L'homme le plus riche de Babylone, Ouais. où il y en a un, alors, je sais pas s'il est en français, mais A Craze of Diamonds aussi, pareil, enfin, il y a des classiques comme ça. Euh, et effectivement, j'arrive à Kiyosaki, j'arrive à Kiyosaki et tous ses conseillers, parce qu'il a tout un tas de conseillers avec lesquels il bosse, comme il y a un gars qui s'appelle Ken McElroy, par exemple, ou voilà, qui sont soit comptables, soit spécialisés dans l'immobilier. Et donc, je vois que l'immobilier, ça reste c'est un secteur qui permet d'avoir l'effet de levier de la banque, hein, tout bêtement. Mhm. Et quand tu pars de zéro ou de moins quelque chose, comme c'était mon cas, bah, c'est intéressant de te dire, si tu choisis un bon investissement, derrière, tu as du financement et tu te crées du patrimoine et ou des revenus en plus. Donc, je me dis, il faut aller là-dedans. Et donc ça, je te dis, entre le démarrage du blog et mes premières lectures, ça doit être 2008-2009 que je Ok. commence à mettre l'immobilier sur la carte. Alors, c'était une très très bonne période pour l'immobilier avec la crise des subprimes. Mais malgré tout, je me dis, l'immobilier, c'est le secteur qui va me permettre bah déjà de me créer du patrimoine, hein, parce qu'à la base, déjà, l'idée, c'était de dire, ouais, comment tu te crées du patrimoine, comment quand tu es freelance, parce que j'étais freelance à l'époque, les freelances le savent, la retraite pour les freelances, elle est ridicule, hein, on est de l'ordre de 30 ou 40% hein, d'équivalent salaire quand tu es à la retraite. Donc autant dire qu'il ne faut pas compter dessus. Donc je me dis Ouais. comment, parce que l'objectif à la base c'était comment tu te crées des revenus complémentaires pour la retraite quand tu es freelance. Voilà. Ok. Et donc Et est-ce que l'immobilier, t'es... c'est ça, ça permettait ça parce que tu fais ton invest, tu le gères, bon, idéalement jusqu'au bout, par exemple 20 ans, la durée du prêt, et puis au bout de 20 ans, bah, tu as un bien remboursé. Alors ça, c'est une vision évidemment un peu simpliste, hein, mais Ouais, l'idée, elle est quand même là. Tu as quand même Hmm. t'as quand même un Un patrimoine qui est patrimoine qui payé, se quoi. constitue Voilà. tout seul, quoi. Ouais, tu peux le faire. Alors, tout seul, Ouais. tu sais très bien que c'est des grosses guillemets, que c'est pas réellement passif et tout. Mais, euh, mais ouais, ça que je trouve intéressant, c'est qu'on se dit toujours, on a toujours la réflexion, je pense, quand on commence l'investissement immobilier, en se disant, bon, ben, voilà, au bout de 20 ans, je vais gagner, j'aurai, enfin, je serai propriétaire, enfin, j'aurai un patrimoine de X dizaines ou centaines de milliers d'euros en, en étant de partie de zéro, quoi. C'est ça qui est assez magique. Est-ce que tu Mm. serais, avant qu'on décrive bien ton parcours et que je te pose des questions peut-être un peu plus techniques, est-ce que tu es capable de me dire, entre le moment où tu as démarré et le moment où tu as pu dire, ok, là, je suis libre financièrement, c'est-à-dire les revenus passifs que je touche me permettent, on va dire, d'avoir un salaire et du coup, enfin, qui comble mes dépenses, est-ce que tu es capable de me dire combien d'années ça t'a pris, grosso modo? Ça m'a pris entre le moment où j'ai fait le premier investissement, donc qui était en 2011, et le moment où je m'estime libre financièrement, ça a été 2018. Donc tu vois, 7 Ok, ans, ouais, 7 7 ans, ans. ok. C'est très bien. Enfin, c'est court. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, Oui, oui, mais tu dis tout. après bon, on en parlera, on développera sûrement les raisons, mais Hmm. euh, Mais c'est ça oui, qui est oui, marrant, c'est à c'est que peu tu près vois, à la ça. base, tu as investi dans l'immobilier en te disant, bon voilà, dans 20 ans, voilà. Puis au final, en ayant compris un peu le système et en gros, comment faire tourner la machine plus vite, en 7 ans, tu arrives finalement à l'objectif ultime qui est de dire, bah en fait, mes revenus complémentaires ou passifs me permettent aujourd'hui de ne plus avoir à travailler pour quelque chose que je ne fais pas. Et ça, c'est quand même magique, quoi, de te dire que tu as réussi ça en 7 ans, alors que, ben, enfin, si tu avais suivi le raisonnement du début, théoriquement, il t'aurait fallu 20, 30 ou 40 ans, tu vois. Oui, 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 mais bon, après, c'est que dans mon cas,
Enfin, c'est particulier puisque comme, comme en fait depuis le début, je contrôle mes sources de revenus, c'est-à-dire j'ai pas été salarié longtemps. euh, Si tu veux, déjà, moi, je m'estime assez libre. Et puis, à partir du moment où tu as des revenus d'une boîte, tu reçois des dividendes de ta boîte, et ta boîte, elle a une activité, euh, si tu veux, tu es libre de fait, en fait. Hein. La boîte, faut évidemment qu'elle tourne, mais tu as quand même un certain niveau de liberté quand tu mets bah, côte à côte l'immobilier, ça, d'autres revenus boursiers et autres. Voilà, tout ça se cumule. Donc, c'est pour ça que ça peut être assez rapide, mais en même temps, si tu veux, ça n'a rien changé pour moi. C'est-à-dire que je continue à faire ce que je faisais avant, en fait, hein, de la même manière. Donc, c'est simplement que, ouais, effectivement, bah, s'il y a 3 semaines où j'ai pas trop envie de faire grand-chose, ben, je vais pas trop faire grand-chose. Ça va être du minimum. J'allais dire, contrairement à quand j'étais freelance ou quand je ne travaillais pas, ben, je facturais pas. Là, ce qui change, c'est que je travaille pas et ça change rien à mes revenus. Voilà, Ouais. c'est à peu près ça que ça change. Mais Voilà. surtout, ça t'enlève quand même ce souci de te dire, voilà, il faut que je fasse quelque chose pour gagner ma vie. Tu sais que si tu le fais, c'est pas parce que t'en as envie et que ça te fait plaisir. Et si t'as pas envie, bon, bah, tu peux soit te consacrer un peu plus à ta famille ou te consacrer peut-être à plus de projets, peut-être, bah, qui sont non rémunérateurs, mais qui te font kiffer aussi. Et sans avoir ce souci de te dire, bah non, il faut que je fasse rentrer de l'argent aujourd'hui parce que t'as ces revenus, complémentaires ou passifs qui tombent, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a un gros piège, de toute façon, autour de cette pression de l'argent. Alors, tu as toujours une histoire de seuil, parce que, évidemment, quand tu as peu de moyens, etc., c'est une question de survie. Mais très rapidement, les gens ont tendance à se créer des obligations financières. Hein. C'est-à-dire que plus tu veux un style de vie qui coûte cher, plus tu vas avoir une pression financière de continuer à gagner autant, voire plus. Je l'ai vu autour de moi, tu vois, des gens qui commencent un peu à avoir de la réussite, et puis tout de suite, ça part sur la grosse villa, pas La forcément grosse voiture. tous les clichés, mais non, bon, voilà, c'est pour ça pas forcément en voiture, mais ça part sur, tu prends quelques décisions qui vont engager ton avenir financier. Donc après, ça c'est toujours une question de philosophie. Il y a des gens qui se disent, bah, je préfère maximiser tout ce que je fais dans la vie, aller le plus loin possible, payer un chef qui vient cuisiner à la maison, tu vois, faire ce qui s'appelle une grande vie pour eux, vivre la grande vie. Euh, mais c'est pas mon approche. Je suis plutôt dans une approche où je me dis, je veux plutôt de la liberté. Je veux plutôt éviter de me rajouter des contraintes financières. Je veux plutôt que ma liberté financière augmente naturellement avec le temps, plutôt qu'elle ne diminue. Hmm. Voilà, donc c'est de l'inflation du style de vie hein, qui est classique quand on commence à gagner sa vie. Et voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que je le vois dans l'immobilier, tu vois, des gens qui cherchent à investir et qui se disent, mais j'arrive, comment, je peux pas, par exemple, je me sens pas capable d'investir parce que j'ai trop de dépenses. Tu vois, souvent les gens disent ça. Mhm. Mais quand on analyse leurs dépenses, quand on rentre vraiment dans le détail, tu te rends compte que si investir était vraiment ta priorité, bah, il y a un certain nombre de dépenses que tu arrêtes de faire pour atteindre ton objectif. Et c'est toujours le choix difficile entre Hmm. le plaisir du quotidien et de l'immédiat et Prévision le du fait futur. voilà, d'atteindre un objectif lointain et hypothétique en plus. Et c'est des raisonnements qu'on a dans la tête et que souvent les gens ne disent pas, mais c'est Et c'est voilà, très pourquoi est-ce que je me difficile. priverais aujourd'hui? Hmm. Ah, mais et c'est très difficile à changer les mentalités là-dessus. Et je pense qu'il faut que la personne, même si elle en prend conscience, il faut qu'elle le veuille. Et c'est pas facile même quand tu le veux, parce alors il y a des dépenses qui sont un peu plus contraintes que d'autres. Il y a d'autres, c'est dû, comme tu dis, au choix de vie. Par exemple, le choix d'une plus grosse voiture ou le choix de la grande villa, machin. Et c'est vrai que quand t'as une grande villa avec des enfants, est-ce que tu vas repasser en appart? C'est compliqué, tu vois. C'est des choix qui impactent pas que toi, et ça impacte toute la famille. Et ça, je pense que c'est bien de les prendre en amont, tu vois, pour pas qu'on s'habitue, parce que le problème, c'est qu'on s'habitue aussi à un certain confort, et redescendre, c'est compliqué. Mais ouais, je vois très bien la philosophie que tu dis, enfin, le problème que tu dis, et c'est un vrai sujet. Bah, pour les gens qui veulent devenir libres financièrement, en tout cas, c'en est un, parce que c'est mathématique, hein. Si t'as besoin de 3 000 euros de revenus passifs,
bah, t'auras pas besoin du même capital que si tu as besoin de 5 ou 6 000 euros pour vivre, quoi. Forcément, ça augmente avec. Ouais, c'est Donc, ça. Ouais. j'avais fait un post il y a quelques temps, je crois que c'était même quelques années, que j'avais nommé un truc, le secret de la liberté financière. En fait, le secret que je disais, c'était, en fait, j'expliquais que plus, en gros, t'avais un objectif de revenu passif faible, bah, plus facilement tu atteindras en fait ta liberté financière parce que bah, si t'as besoin que de 1 500 € pour vivre, si tu fais, alors il y a un calcul, hein, dans mon outil gratuit, là je propose ça avec un certain pourcentage, t'as besoin de, je sais pas moi, 500 000 € de capital, je dis une bêtise, hein, ça doit pas être ça, mais à peu près, alors que si t'as besoin de 4 ou 5 000 euros, il va te falloir peut-être 1 million, tu vois, à 4-5% de rendement. Donc forcément, moins t'as de besoins sur tes revenus passifs, enfin moins tes revenus, enfin les dépenses que tu as mensuelles sont faibles, plus théoriquement facilement ce sera, enfin la liberté financière Mm. sera atteignable, quoi. Ouais, non, c'est tout à fait ça. J'avais rencontré en Californie un gars là je sais pas s'il tient toujours son blog là il s'appelait Early Retirement Extreme là où il parlait de la donc liberté financière extrême un peu d'une certaine manière Mhm. et qui lui avait appliqué son truc à l'extrême hein, et à l'époque je crois qu'il devait avoir 36 ans et puis il vivait tu vois il était libre en fait. Il avait Mhm. placé son capital, il avait économisé comme un goré sur ses salaires d'ingénieur, tu vois, qui était très bien payé, même pour l'époque. Et il avait placé ça, et puis du coup, il avait très très peu de revenus, puisqu'il vivait dans une caravane. Tu vois, il était en mode Ah vraiment, ouais, il était vraiment extrême, ok, ouais. j'applique le truc. Ouais, ouais, il a fait ça quelques temps, puis après, il est passé à autre chose. Mais pour montrer que oui, c'est possible en fait, hein. C'est possible. Après, il y a quand même ce On peut débat, je choisir. trouve. Enfin, moi, je suis plutôt quand même comment dire, de la philosophie un petit peu entre les deux, quoi. Je pense que il faut savoir où on veut investir et tout, mais il faut aussi quand même profiter du moment présent. Et je pense que c'est aussi dommage, tu vas te priver de toute sa jeunesse, parce que tu vois, mine de rien, entre 20 et 40 ans, c'est là où tu as les plus belles choses qui se passent dans ta vie, hein, que ce soit les sorties, les Mm. expériences, et même la naissance d'un enfant ou quoi. Et bon, c'est que mon avis, hein, mais je trouve quand même dommage, tu vois, de se mettre à la gorge pendant 20 ans ou 10 ans, alors que bon, t'as quand même de belles choses à vivre. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu, en fait, tu vois. Arriver à Ouais, c'est clair. épargner, pas dépenser n'importe comment, voilà, vivre, je pense, simplement et sûrement, mais Mm. tout en se faisant quand même plaisir, parce que, ben voilà, on sait pas demain ce qui peut nous arriver. Et si tu fais tout pour être libre financièrement à 40 ans, mais que tu meurs à 35, bon, c'est con quand même, tu vois. Et donc voilà, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux, quoi. Bref. Ouais, clairement, clairement. Parenthèse philosophique refermée. Parlons maintenant Et c'est la de. base de tout, hein, la Ouais, philosophie mais qu'on c'est adopte, vrai c'est que la c'est base de la tout, base de hein. tout, c'est le mindset, tout ça, on est Ça va d'accord que guider les choix, hein. c'est super important. Mais parlons un petit peu concret. Comment toi tu as fait. Alors, on va décrire un petit peu, toi, quelle était ta stratégie d'investissement, que ce soit immobilier, bourse, ça. Mais moi, il y a la première question que j'ai envie de te poser, parce que j'ai peur de l'oublier après, c'est comment t'as fait pour te faire financer en tant que freelance? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça allait? Voilà. Déjà que tu nous parles de ça, parce que j'imagine que tout passe par le financement, quoi. Donc comment t'as fait quand t'étais en Tout freelance? passe, ouais, tout passe par le financement. Ben, comment j'ai fait? Je suis allé voir pour la première ma banque euh, dans lequel j'avais le compte pour mon activité freelance. Mhm. Et à l'époque, donc j'étais avec une conseillère particulier ou grand Mhm. public, selon comment les banques, la dénomination, qui en savait encore moins que moi que sur l'immobilier, ce qui était quand même un beau défi, parce que moi, je ne savais rien au départ. Je m'y suis pris comme une grosse merde. Ça m'a pris plus de 6 mois pour avoir un financement à 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros. Mais vraiment comme une grosse merde, hein, toutes les erreurs possibles, voilà. Parce que j'y Mhm. connaissais rien et je me suis dit, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Et comme en face, j'avais quelqu'un qui était encore moins compétent que moi, bah, ça n'a pas aidé, quoi. Voilà. Donc, il y a eu plein de quiproquos, de délais qui ont été dépassés, de questions stupides auxquelles je reçois la question. Tu sais, c'est comme sur le formulaire quand tu vas aux États-Unis, on se demande est-ce que vous avez l'intention de commettre un attentat ou de tuer le président. Je sais pas, des questions stupides qu'on te pose. Tu vois, c'est les mêmes questions. Je reçois des questions comme ça. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle me demande ça? Je comprends pas. Il y a un piège, tu vois. Donc ça a été très très long, très très long. Et au final, j'ai eu mon financement dans cette banque. J'ai eu une autre proposition dans une autre banque parce que j'étais allé voir une autre banque aussi quand même. Et si tu veux, à chaque fois, le fait que je sois freelance n'a jamais posé problème.
Et quand Ok. j'ai eu le premier financement, j'avais un bilan. Ok. C'était au Et bout t'as de réussi, 18 ok. mois. Ouais. Parce Et que, alors, parce que c'est particulier. Tous les freelances ne peuvent pas avoir ça. C'est parce que j'étais freelance à Paris, dans un secteur que les banques aiment bien, en hmm. l'occurrence informatique, consulting, voilà, avec des contrats long terme, prévisibles, avec des très bons taux journaliers. Enfin, il y avait plein de facteurs. Le seul truc qui allait pas, c'était l'antériorité au final. Mais tout Ouais, le t'es reste, 18 tous les mois, ouais. facteurs étaient au vert. Ouais, donc tous les facteurs étaient au vert, si tu veux. Donc du coup, la banque, elle se dit, bon, c'est un consultant, comme il y en a 50 000 à Paris, trouver Ouais, des il aura toujours missions, du taf, quoi. Ce sera facile. Ils étaient il y rassurés aura sur la du taf, quoi. régularité de tes revenus, quoi. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça Voilà. que le message Euh, que tu passes, c'est freelance en général, c'est complexe. Sauf si, ça peut être finalement pas si complexe que ça quand c'est un secteur qui est porteur, que les banques comprennent bien et sur lequel elles sont rassurées sur la régularité des revenus, quoi. freelance, ouais, parce que freelance, ça veut rien dire. Parce que dans freelance, tu vas voir le consultant à 1000 euros par jour à Paris, et dans freelance, tu as le mec qui vend des trucs sur la plage 2 mois pendant l'été, tu vois. Ouais. C'est freelance. Donc, c'est pas du tout la même chose pour la banque. La banque, elle veut juste qu'il y ait une personne qui ait des Qu'ils soient revenus capables de rembourser le réguliers prêt, quoi. et prévisibles. Voilà. Alors, prévisible quand tu es freelance, ça va jamais très loin, hein. C'est un peu une illusion. Mais évidemment, la banque va avoir plus confiance dans un consultant à Paris que dans un mec qui vend des bouées l'été sur la plage, quoi. Surtout s'il Ouais. démarre, surtout si c'est sa première année, surtout si les premiers Hmm. mois, il a un chiffre d'affaires de 500 euros. Enfin, tu vois, tout ça, ça se cumule. Donc ça c'est important de le comprendre. Si tu es capable de montrer que c'est régulier, prévisible, à bon niveau, etc., etc. Et voilà. Donc, si tu veux, moi, tous mes prêts, je les ai faits en étant non salarié. Hmm. Ça m'a jamais posé problème. Et je pense que même au bout d'un moment, ça a été plutôt un avantage, puisque ça rentrait, j'étais porté par ma boîte, par les résultats de ma boîte, en fait. Hmm. Ça t'a aidé. Qui c'est même un peu mieux que d'être juste salarié, je pense, au bout d'un certain temps. Ok. Du coup, parlons de tes projets immobiliers. T'as commencé par quoi raconte-nous ton premier. Qu'est-ce que t'as fait? Par quoi t'as commencé? Alors, le premier projet, c'est un appartement que j'ai acheté avec des travaux réalisés, parce que j'ai acheté un plateau, c'est un marchand de biens qui vendait ça. Ok. Et donc, c'était un truc clé en main, où j'avais quelqu'un sur place qui s'occupait de la partie travaux, essentiellement. Travaux, mise en location, voilà. Donc, du coup, ça a été assez simple, si tu veux, pour moi. Donc, je me suis juste galéré sur le financement. Ouais. Mais le reste était géré par la personne sur place pour la partie travaux et Combien de mise mètres carrés il en faisait relation. l'appartement? Il faisait 26 mètres carrés. Ok. C'était un plateau de 26 mètres 26 carrés. mètres carrés? Ouais. Enfin, c'était un Ok. plateau de 50, je sais pas combien, qui divisait en deux. Enfin, tout l'immeuble était divisé, redivisé. Ok. Et en Et toi, t'as l'occurrence, moi, réussi, t'as j'avais chopé la part à 26 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Donc là, t'as refait travaux, enfin, t'as fait faire les travaux. Et puis après, donc classique, mise en loc, t'as fait quoi? Meublé, nu? Meublé. Meublé. Ok. Ouais, ouais, meublé. LMNP au réel direct? Ou pas? Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et là, en termes de renta ou de cash flow, t'avais quelque chose? T'étais autofinancé? Quel était le résultat? Là, ouais, j'étais à un peu mieux que l'autofinancement, mais c'était voilà, de l'autofinancement. De mémoire, je devais avoir 590 euros peut-être de crédit. Non, non, le crédit était plus faible parce que je l'ai changé plusieurs fois, mais je pense que je devais avoir du style 50 euros de cash flow par mois, faire rien du tout, quoi. C'est de Ok. l'autofinancement. Voilà. Ok. Et donc ça, c'était en 2011, c'est ça? 2011, ouais. Et ensuite, est-ce que t'as enchaîné? T'as attendu un petit peu? Ensuite, non, j'ai attendu un petit peu parce que ça m'avait tellement fait chier cette histoire de financement que je me suis dit On va non, on prendre va un peu le voir, temps. on va prendre un peu le temps. Euh, après et puis surtout, je me suis dit faire tout ça pour acheter un appart de 26 mètres carrés, ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand même. Hmm. Euh, Et donc, si tu veux, après j'ai enchaîné j'ai acheté un immeuble après, mais c'était 3 ans plus tard.
en 2014. Ok. Euh, Donc là, là, pour le coup, t'as mis la vitesse supérieure direct, quoi. ben, pas forcément parce que c'était évidemment plus cher, mais enfin le budget était plus élevé, mais c'est pas bah, le travail est quasiment le même. Hmm. Euh, et donc là, c'est un immeuble de 7 appartements, Ok. voilà, que j'ai acheté, qui était pas très cher à l'époque. J'ai dû payer ça, je sais plus combien c'était, 600 € du mètre carré, ou je sais pas combien c'était à l'époque. Et donc je me dis c'est pas mal de faire un immeuble. Euh, donc dans une autre région. euh, et, euh, Alors, est-ce que c'était et de- proche de chez toi, les deux là que tu disais, t'étais non, proche ou t'as tout fait à distance à chaque fois? tout à distance. Non, non, non. Non, moi Ok. j'étais à Paris à l'époque et je ne voyais, j'étais pas à l'aise d'acheter à Paris à des prix au mètre carré qui étaient élevés, même à l'époque. Hmm. Euh, Parce que je Ouais, puis cherchais surtout, avant c'était moins tout, rentable en fait. C'était beaucoup moins rentable aussi, voilà, je quoi. cherchais avant tout du cash flow, parce que moi le but Hmm. c'était que ça se paye tout seul. Voilà. Ouais, ouais. Et à Paris, c'est compliqué. Et à Paris c'est très très compliqué, ou alors faut faire des trucs qui rentrent pas dans la loi. Et je voulais pas faire ça. Euh, donc non, j'ai cherché, tu vois, avant tout du cash flow, et donc pour ça il fallait investir ailleurs. Et je sais pas si tu peux nous le dire, c'était dans quelle ville? Tu communiques sur ça ou pas? Oui, oui, au départ j'ai investi à Lyon. Le premier, Ok. le premier bien, c'est dans le centre de Lyon. Ok. Euh, et puis après, je suis parti plutôt dans l'ouest de la France. Ok. Donc, Ouais, grande ville encore ou moyenne ville? ouais, ouais, grande ville, ouais, grande ville. Donc, c'était Enfin, quoi? ville de taille Bordeaux, moyenne. Toulouse? Ouais, ok. Ouais, une ville de taille moyenne dans l'ouest. Et donc là, plutôt un immeuble. Euh, Mhm. Après, j'ai refait un appart qu'on a divisé à Lyon. On a refait une autre opération à Lyon. Ok. Mais ça, c'était en 2016, je crois. Alors, Mais tu juste si on revient vois, sur l'immeuble de 2014, ouais. donc c'était donc 7 lots. Est-ce que c'était quoi? C'était des travaux partout ou t'avais déjà des choses louées? Parce que t'as vraiment tout Ah, refait aussi de A à Z? non, lui, c'était un immeuble qui était déjà loué, qui était en bon état, sur lequel j'avais prévu de faire des travaux au fur et à mesure, au Ok. départ des locataires. Donc là, si tu veux, ce qui était bien, bah, pour revenir sur la partie financement, par exemple, ce qui était bien, ce que la banque apprécie dans ces cas-là, c'est elle voit les loyers qui rentrent. Euh, donc pour elle, c'est assez prévisible Mhm. et ça lui plaît bien. Donc ouais, c'était la principale caractéristique. J'avais prévu, il me semble, à l'époque, une enveloppe travaux malgré tout. Donc j'avais fait faire des devis de rénovation pour genre un ou deux appartes que j'avais mis dans le financement en me disant si dans les 2 3 ans il y a un locataire qui part ou deux, bah, au moins j'aurai un petit budget Mhm. qui est déjà financé et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Bon, quand je dis travaux, c'était essentiellement les classiques cuisine et salle de bain. Le Mhm. reste était plutôt pas mal. Les murs, les sols étaient plutôt bien. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à ce jour, je pense pas avoir refait un sol. euh, Il y a peut-être eu des peintures qui ont été faites dans cet immeuble, mais par exemple, j'ai jamais touché au sol depuis 10 ans bientôt. Ok. Euh, et j'ai très peu fait de travaux dans cet immeuble, hein. Très peu. Donc, c'est-à-dire que J'ai- quand t'as acheté les 7 lots, ils étaient déjà tous loués? Ils étaient déjà tous loués, ouais. Ouais, Ok, ouais, donc tu avais une 7 ou 6, rentabilité ouais. cash. Après, ouais, c'est comme tu dis, le plus compliqué, c'est quand tu veux faire refaire les travaux, c'est bon, t'avais une part qui était dans l'enveloppe, mais si après, du coup, ils partent au bout de 3 4 ans et que t'as pas d'enveloppe, tu dois faire les travaux sur fonds propres, j'imagine. C'est ça. C'est, Bah, c'était, c'est, c'était mon idée. C'était de me dire, je préfère avoir assez de cash flow pour pour pouvoir payer constituer des une travaux. enveloppe et ensuite, Ouais, ok. ouais, ouais. Euh, Et c'est ce que ça a fonctionné? T'avais suffisamment de fonds propres avec le cash flow ou t'as dû mettre de ta poche? Comment t'as géré ça? non, ça a fonctionné. Pour l'instant, ça a fonctionné jusque-là. Ok. Euh, Et celui-là, tu l'as j'ai, fait en LMNP aussi ou en SCI? Alors celui-là, au départ, je l'ai acheté en nom propre. Et Ouais. comme c'était de la location nue, c'était du revenu foncier, en fait. Il n'y avait pas le choix. Ok. Et je l'ai fait racheter par ma SCI quelques années plus tard, deux, Parce trois que ans je veux plus dire, tard. fiscalement, là, t'as dû te faire allumer, là, non? En plus, t'as pas de travaux et tout.
Bah, au départ, il y a eu, je t'ai dit, la première année, il y a eu des travaux. Euh, Mhm. je crois que les 2, 3 premières années, j'ai fait des travaux tous les ans. Donc ça allait. Les 2 premières années, Ouais. ça allait, je crois. Mais je l'ai fait racheter très vite. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait racheter, mais assez vite, au bout de 2, 3 ans, Mhm. je pense, pour le mettre en SCI LS et j'ai fait montage holding SCI. Mhm. Euh, mais là-bas, ouais, je t'ai dit, j'ai quasiment tout refait, je pense, au fil des années. Je pense qu'il y a juste un appart, je l'avais pas en revue. Je pense qu'il y en a juste un où j'ai pas refait, que je n'ai pas refait. Mais j'ai refait les 6 autres. Et j'ai même construit, parce qu'il y avait un budget pour ça aussi. Donc quand je l'ai basculé en SCI, j'en ai profité aussi pour prendre une enveloppe travaux pour construire 2 appartements dans la cour. Il y avait un bâtiment qui était déjà là, mais qui Ok. n'était pas euh, aménagé, que j'ai aménagé en appartement. Donc ça m'a servi aussi à ça. Ah, ok, trop bien. Et là, on va dire hors travaux, tout ça, combien t'estimes ton cash flow mensuel sur ce projet? Alors là, je sais, je dois être à plus de 1 000 euros, je pense. Hein. Faut que je reprenne. J'ai pas forcément les chiffres en tête. Mais grossièrement, ouais, tu Euh, dirais 1000 € de cash flow ouais, mensuel je pense qu'on est à sur le peu près à CFA. 1 000 euros de cash flow donc un financement sur 20 ans, parce que le cash flow dépend de beaucoup de paramètres, mais dont le financement, Ouais. donc sur 20 ans. T'avais un taux Euh, pas trop mal, j'imagine, en 2014, ou quoique c'était encore peut-être un peu haut, ils avaient pas encore baissé ouais, j'ai bien. eu du 1,95, un truc, à moins de 2%. Ah, ok. Euh, ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Ok. Donc ça, c'était en 2014. Et avec ça, j'imagine, bon là, t'as dû, enfin, en termes de constitution de patrimoine, t'as dû bien accélérer. Est-ce que t'en as enchaîné sur un autre? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, après, donc après enchaîner, pas tout à fait, parce que il s'est passé encore 2 ans, donc j'ai racheté un bien à Lyon que l'on a divisé, Ok. euh, 50 mètres carrés, je crois, qu'on a divisé en deux. Euh, mais à Lyon, les prix avaient monté entre 2011 et 2016, donc un peu moins rentable. Et tu Mhm. te fais chier à faire de la division et tout. Et donc je me suis dit, bon, euh, le marché lyonnais, c'est plus bon. C'est plus bon. C'est déjà trop cher. Ouais, c'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Enfin, pour ce que je fais moi et par rapport à ce que j'arrive à faire avec la manière dont je m'y prends, parce que c'est toujours pareil. Hein, dans un marché immobilier, il y a plein de sous-marchés. Mais pour moi, avec mes caractéristiques, je me suis dit, c'est plus adapté pour moi. Donc je me suis dit, ce sera le dernier que je ferai là-bas parce que ou alors il faut aller sur d'autres choses. Il faut faire de la grande coloc, voilà, faut aller faire d'autres choses pour. Mhm. Et donc 2016, j'ai fait celui-ci. Donc pareil, avec la même personne que pour le premier. Donc relativement simple pour moi, puisque j'ai que le financement à obtenir. Et puis là, il s'occupe de tout le reste. Donc là, du coup, Euh, t'étais avec un associé t'étais un SCI avec un associé avec qui vous partagez les tâches. Et c'est lui qui faisait la gestion c'est-à-dire des travaux, c'est lui qui cherchait les apparts, qui faisait les travaux. Toi, tu mettais non, juste non, le non, non. financement? Ah non, ok. Non, non, non. Sur Lyon, pour Lyon, c'est quelqu'un à qui j'ai délégué les travaux. Donc c'est pas du Ok. tout un associé. Ah, ok. Et c'était en LMNP, hein, pareil. Hein. Ok. LMNP. Et après Lyon, qu'est-ce que j'ai acheté après Lyon? Après Lyon, j'ai acheté un appartement, je crois, après. Un appartement, j'ai fait une coloc, je pense que c'est en 2016 aussi. Ouais. Euh, j'ai acheté une coloc, j'ai fait une coloc. Euh, une petite coloc hein, dans un appartement simple. Là, l'idée, ce que je voulais voir, si tu veux, sur ce projet-là, c'était d'arriver à valoriser un appartement dans des barres d'immeubles pourris la années 70, Mhm. qui sont vraiment dégueulasses. Mais par contre, celle-ci, elle avait un intérêt, c'est qu'elle était centre-ville. Elle était très bien placée dans le centre-ville. Ok. Même si ça reste quand même un atout, l'emplacement. Mhm. Et je voulais le valoriser. Donc du coup, c'est un appartement que j'avais acheté pas très cher. Et du coup, petit loyer pour la coloc. Mhm. Et donc, pour voir si ça marchait, ça marche extrêmement bien en fait. Ça, c'était C'est, toujours, c'est... t'es toujours à Lyon, là?
Non, là, c'est dans l'ouest de la France. Ok. Ça marchait bien. Ça a très bien fonctionné. Je l'ai encore d'ailleurs, cette part. Euh, et puis, et puis, donc là, c'est un bien pour lequel j'ai réfléchi en termes de chronologie. Où quand j'ai acheté cet appart-là, j'étais allé m'installer près de l'immeuble. Le premier immeuble que j'ai acheté. Au final, Mhm. j'ai fini par déménager dans ce coin-là. D'accord. Parce que moi, ça allait faire partie d'une de mes questions, tu vois. C'est que comment tu fais pour gérer des projets de cette envergure quand t'es loin? Quand je dis comment, c'est-à-dire je pense à faire toutes les visites, dégainer, être là rapidement pour trouver la bonne affaire, ensuite faire les devis, gérer les travaux, la mise en location, enfin bref, tu connais tout le tralala hein, pour entre l'acquisition et la gestion d'un Ouais, bien. ouais, C'est que, enfin moi je suis pas à ton niveau, hein, j'ai que trois biens et j'en ai un. Enfin bref, j'ai connu aussi le faire à distance. Et moi je sais qu'à titre perso, je sais que je le ferai plus, tu vois, parce que je trouve que c'est bref, beaucoup plus simple et beaucoup moins cher finalement d'être sur place. Euh, et c'est la question que je me pose, comment t'as fait, tu vois? Enfin, j'imagine que t'as réussi à le faire comme j'ai réussi, mais quelle expérience t'en as tiré? Est-ce que tu le referais? Et enfin, c'est quoi un peu les process que t'as mis en place pour te faciliter la vie? ouais. Alors bon, il y a déjà, je pense que si tu n'arrives pas à investir là où tu vis, il faut pas que la distance soit bloquante. Il faut pas que ce soit une raison de ne pas le faire. Hmm. Il Ça, vaut je suis mieux d'accord avec toi, avancer. complètement, ouais. Voilà, c'est pas efficace comme tu dis, c'est pas efficient, c'est-à-dire que ça va coûter un peu plus cher, etc., etc. Il va y avoir plus de conneries qui vont être faites, ça c'est sûr. Mhm. Ça dépend énormément des gens avec lesquels tu travailles. Mhm. Parce que bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pas professionnels ou qui n'ont pas de parole. C'est qui est encore pire. C'est-à-dire les gens qui vont te dire qu'ils font Mhm. des choses et qui les font pas. Il y a pas mal de gens qui font les choses mal et qui vont estimer que c'est bien fait. Donc voilà, il y a tout ça à gérer. Euh, mais malgré tout cela, je pense qu'il faut pas ne rien faire parce que c'est pas à côté de chez soi, parce que sinon il y a beaucoup de gens qui investiraient pas. Euh, Moi, je te dis quand j'ai eu diverses expériences, donc sur la partie Lyon, ça s'est globalement très bien passé puisqu'il y avait une personne compétente sur place. Voilà, c'est tout bête. On revient souvent à ça. Ouais. Euh, après sur l'autre partie dans l'Ouest. Euh, j'ai fait quelques allers-retours et puis après j'ai été sur place. Aujourd'hui, je ne suis plus sur place puisque aujourd'hui je vis au Portugal, je suis à 1800 km de mes investissements. Donc aujourd'hui, je ne suis plus sur place depuis bientôt 5 ans. Euh, et donc voilà, aujourd'hui j'ai des gens sur place qui s'occupent de cela pour moi et qui j'ai délégué, que je forme. Et selon la personne, ça se passe plus ou moins bien. Voilà. Il y a, J'avais une personne avec laquelle pendant quasiment 4 ans, ça a été très très bien. Euh, puis maintenant, voilà, j'ai d'autres personnes, c'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien, c'est un peu moins carré, c'est un peu moins voilà. Donc là, c'est un truc sur lequel je retravaille un peu parce que aujourd'hui, j'ai pas le niveau de tranquillité que je souhaite. Donc, tu vois, là, c'est un truc à corriger. Mais par contre, ça, c'est un des inconvénients de l'habitation, hein. L'habitation, c'est son gros inconvénient, c'est que c'est le logement des gens. Donc, déjà, il y a beaucoup de règles à respecter. Et en plus, il y a pas mal d'attentes finalement vis-à-vis du propriétaire. Donc voilà. Et puis ça change souvent. Voilà. Donc ça, c'est le problème de l'habitation. On peut résoudre ce problème-là en ne faisant pas d'habitation, hein. Euh, et Ouais, il y a d'autres façons d'investir dans l'immobilier, quoi. C'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas que de façon là. ouais, c'est ça, en faisant du local commercial, en faisant de l'immobilier en ligne ou quoi. Euh, mais voilà. Donc, euh, donc, ouais, la distance, c'est un sujet, oui et non. Tu vois, moi, dans les membres des formations, ce que je leur ai recommandé, c'est de grouper, de faire du tir groupé, hein. Donc déjà, je pense qu'il y a une première bonne approche, c'est de savoir exactement ce que tu cherches en termes de produits, c'est-à-dire de superficie, d'emplacement et de budget. Donc savoir ce que tu cherches. Après,
c'est de faire ta sélection, donc ta prise de contact. Parce que le but, c'est d'être connu auprès des agents du coin, essentiellement des notaires, parce que c'est eux qui vont concentrer l'essentiel des biens, d'être connu auprès d'eux, et puis de faire des week-ends, d'associer week-end, tourisme et recherche de biens. Donc, il y en a plein qui ont fait ça, ça a très bien marché. Il y en a certains même, ils y vont une fois et ils trouvent un bien. Parce que la partie la plus difficile, ça reste quand même de trouver le bien, de sélectionner le bien. Et c'est là où je trouve que c'est dur quand tu es à distance, parce que quand il faut aller sur place. Tu peux avoir de la chance et faire du tourisme et puis arriver à trouver le bon et tout. Mais moi justement, je sais que le seul appart que j'ai acheté à distance, au bout d'un moment, j'ai fait l'offre et j'ai signé parce que j'en ai ras le cul de faire des allers-retours tout le temps, et que quand il y avait une vraie bonne affaire, en fait, le temps que j'arrive, c'était trop tard. Et je trouve que c'est super dur, en fait, de bien acheter, c'est-à-dire de faire vraiment le coup de fusil, tu vas te prendre la super affaire quand t'es à l'autre bout de la France, quoi. Tu peux faire des affaires correctes, mais faire la bonne affaire, je trouve que c'est quand même compliqué quand t'es loin. Ah bah la bonne affaire, elle attend pas, de toute façon. Donc, le but, si tu veux... quand je dis tourisme et visite, c'est-à-dire que en fait, ce que je leur dis, c'est vous prenez votre copine, vous leur dites viens, on va se faire un week-end sympa, on va à Reims ou à Nancy ou je sais pas où, on connaît pas la ville, on va aller au resto, on va profiter le soir, et puis la journée, on va avoir 4 rendez-vous, on va visiter des biens, quoi. Voilà. Donc d'associer comme ça week-end et parfois, ouais, en un week-end, tu arrives à trouver des trucs. Et effectivement, quand c'est une histoire de timing, c'est-à-dire que ça va bien marcher soit sur des biens qui viennent de sortir, où effectivement tu es parmi les premiers, ou voire le premier à voir, et vu que tu l'as vu, tu te sens un peu plus confiant pour faire une offre, te positionner. Je dis ça parce que parfois il y a des biens qui traînent depuis longtemps, et ça aussi, ça peut se transformer en bonnes affaires. Mais si tu es à distance, il faut faire ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il faut bloquer le bien, en fait. Tu fais ton offre à distance, tu le bloques, et après tu vas voir. Ça veut dire que tu vas spécifiquement pour ça, mais il faut le faire. Il faut le bloquer, sinon le bien tu l'auras pas en tous les cas. Donc il faut le bloquer, quitte à changer d'avis après, mais il faut le faire dans ce sens-là, ça, c'est sûr. La distance a quand même un avantage, c'est que ça t'enlève une fois que tu connais le coin, parce que ça c'est un autre paramètre aussi. Parce que tu sais, il y a le côté être à distance, et il y a le côté je connais pas là où j'investis, ce qui c'est pour moi beaucoup plus pénible et dangereux. Ouais, quand tu connais pas le secteur, tu peux avoir des belles surprises. Ouais, tu vas avoir... je voyais un gars là, qui demandait sur les réseaux sociaux... Anna, il voulait s'installer à Marseille, et il y a un agent qui lui a proposé une belle maison dans le 14e arrondissement de Marseille, en lui disant c'est une maison au calme, dans un coin... en devenir, etc. Mais les gens qui connaissent Marseille savent que le 14e, il faut pas y aller. Surtout pas, quoi. Ça va rien devenir, quoi. Donc c'est le problème, c'est que quand tu connais pas le coin, donc voilà. Par contre, il faut connaître le coin, et si on le connaît pas, il faut aller se balader, il faut explorer. D'où l'intérêt de faire ce que tu as dit, de faire du week-end, enfin de mixer le tourisme et tout, c'est trop bien, parce que d'une part, voilà, tu vas faire un tour, tu vas découvrir une ville, mais en plus tu apprends à connaître les secteurs. Parce que quand l'agent immobilier te dit ça va se gentrifier, bon, moi j'aime bien vérifier de mes propres yeux de ce que je pense ou pas, tu vois, si ça va vraiment se gentrifier, parce que je trouve que c'est un peu le mot magique aussi, hein. Souvent on dit ouais, il va se passer ci, ça et tout, puis au final t'achètes et 10 ans après il s'est rien passé, et en fait si t'étais allé sur place, t'avais bien vu tes propres yeux, tu l'aurais peut-être mieux senti que ce que t'as vendu l'agent, quoi. Ouais, faut pas hésiter à aller passer du temps sur place, discuter avec les commerçants, voir l'ambiance, voir les commerces qui ferment, qui ouvrent, voir l'état, voilà, il faut se faire un avis de terrain. Pour moi, je pense que c'est hyper important quand on connaît pas le coin. Après, c'est sûr que si tu achètes dans le centre de Strasbourg, bon, t'as pas besoin d'aller connaître le centre de Strasbourg. Mais à partir du moment où tu es dans un quartier légèrement en périphérie, à partir du moment où tu es dans une île que tu ne connais pas, plus petite, etc., ouais, il faut connaître. Ça, c'est la base de l'immobilier quand même, c'est savoir où tu mets les pieds. Ouais, ça c'est évident. Et puis dès que tu trouves un truc bien, tu fais une offre. Tu fais une offre, ça c'est certain. Il faut pas hésiter faut pas être timide de l'offre. Ouais, il faut dégainer, quoi. Ouais.
Bon, du coup, si on revient à ton parcours, donc là on était à peu près à 2016-2017, est-ce que après t'as refait des projets, enfin, jusqu'au moment où du coup t'as pu considérer que t'étais libre financièrement, donc si je dis pas de bêtises, t'as commencé en 2011, donc vers 2018-2019, t'as dû franchir le fameux cap pour y arriver. Est-ce que t'as fait un dernier gros projet, ou est-ce que t'avais fait ça t'a suffi, ou comment ça a pu, quels mois étaient les Bah bascules? ouais, bah oui, j'en ai refait d'autres, hein, puisque après la coloc, j'ai racheté. Alors attends, faut que je reprenne un peu des repères parce que j'ai tendance à m'y perdre parfois. Après la coloc, j'ai racheté encore pas mal de choses. Euh, j'ai racheté un immeuble en 2017, un petit immeuble avec 6 appartements. Alors lui, c'était un autre type d'approche, puisque pour le coup, ça, c'était un immeuble qui était vide, non habité et dans lequel il fallait tout refaire. Ok. Donc là c'est vraiment un Donc projet refaire où tu tous pars les de apparts zéro et tu fais tous les de travaux. A à Z. Ok. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc Et t'as pu ça, avoir le voilà, financement, t'as pu avoir le financement changer travaux inclus? le financement de travaux inclus. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et, Euh, Ce projet où le financement et d'ailleurs la part travaux est plus importante que le prix du bien. Ce ouais, sont les souvent, ouais. projets assez compliqués à financer. La banque n'aime pas trop. Et ça, qu'est-ce que Euh, t'en tires comme conclusion, vu que t'as fait les deux, vu que t'as fait un immeuble déjà loué et un immeuble où t'as dû tout refaire, qu'est-ce qui est le plus rentable entre les deux et qu'est-ce qui est le rapport, on va dire, entre risque, passivité, rendement, enfin risque, énergie à mettre et rendement, qu'est-ce que tu en dis? Quelle opération tu referais? C'est plutôt ça ma question. euh, alors, c'est dans l'absolu, parce que ça dépend des particularités, mais dans l'absolu, évidemment, ça va être plus rentable de partir de zéro sur un immeuble dans lequel tu refais tout, euh, mais ça vient avec de longs mois de travaux, avec de l'incertitude, avec des surprises, parce qu'il y en aura forcément. Mm. Euh, donc ça, voilà, ça c'est un peu Mais moi j'aime bien, hein. Moi je trouve que c'est des projets qui sont passionnants. C'est super intéressant tu vois, de pouvoir hum, je- prendre des décisions sur le truc. L'avantage aussi, c'est que tu connais après ton bien, tu le connais quasiment de A à Z. Donc ouais, tu sais ce qui Alors va se sur faire pas celui-là, quand un locataire t'appelle. ouais, c'est ça. Sur celui-là, par exemple, j'ai pas refait les canalisations dans l'immeuble, mais il y a des projets où tu refais tout de A à Z, hein. Tu gardes les planchers et Mm. tu refais vraiment tout, tout, tout. Et tu connais ton bien. C'est vraiment l'avantage. Tu es tranquille davantage pour longtemps. Un bien sur lequel tu refais pas tout, bah, tu vas avoir des petits bobos de temps en temps, des chauffe-eau qui explosent, des trucs comme ça. Voilà, c'est un peu le. Mais c'est plus rentable. Ça va surtout, je pense, être bien de le faire sur des beaux emplacements. Tu vois, plus le bien il est dans une ville ou dans le centre de la ville, plus il est sur un bel emplacement, plus tu vas matérialiser de la prise de valeur, en fait, quand tu Mm. fais ça, hein. Euh, et voilà. Donc, ouais, c'est clairement des projets qui sont sympas à refaire. C'est des projets, alors, pour le coup, ces projets-là, c'est bien d'être à côté et de les surveiller, les travaux, Ouais. euh, ou d'avoir un très bon conducteur de travaux. Il faut Mm. en avoir un très bon. C'est-à-dire quelqu'un qui Ouais, passe qui t'a régulièrement. confiance, quoi. Ouais, il faut vraiment quelqu'un de très bon parce que ça va très très vite de faire soit des erreurs, soit pire, des trucs qui sont pas très honnêtes sur les chantiers. Donc, il faut surveiller ce qui s'y passe, ça c'est sûr. Mais c'est des projets que je trouve hyper satisfaisants à faire, quoi. C'est hyper satisfaisant de planifier tout de A à Z et puis de voir la réalisation, de faire les choix. Voilà, ça c'est vraiment sympa à faire. Ok, donc ouais, si je récapitule, si on veut dire t'as envie d'aller plus vite, c'est-à-dire dégager un plus gros rendement, plutôt l'immeuble où tu fais tout de A à Z, et plus on va dire l'immeuble est bien placé, plus ce sera rentable parce que d'une part tu auras une rentabilité, mais en plus ça va pouvoir la prise de valeur en plus du bien sera d'autant plus importante que s'il Oui, était moins bien placé, quoi. Mais ouais. a priori, l'idée de projet où les immeubles sont, enfin où l'immeuble est déjà loué, ça reste quand même intéressant parce que tu as quand même fait 1000 euros de cash flow, enfin tu fais quand même 1000 euros de cash flow mensuel, donc ça reste intéressant. C'est juste que Ouais, bien sûr. t'as plus de bobos, t'as plus d'entretien, on va dire. En termes de gestion, c'est un peu plus compliqué parce que tu T'as risques d'avoir plus des surprises d'entretien. régulièrement, ouais.
Voilà, et puis tu vois, le locataire part, il part, il y a encore la kitchenette en inox, machin. Hmm. Tu vois, moi je laisse pas ça comme ça, donc il faut refaire les Ouais, travaux. c'est Tu sais ça. Ouais. que tout de suite tu remets 2 000 à 3 000 euros, 4 000 euros qui sortent. T'as Et pas de la forcément gestion aussi, de anticipé. l'entretien. Enfin, il faut retrouver quelqu'un, machin. Et tu sais que quand le locataire part, bon bah, il faut se renvoyer des travaux, alors que quand tu fais tout de A à Z, quand tu finis ton Voilà, projet, là, t'es tranquille pendant X années, quoi. voilà, c'est ça la différence. Euh, mais oui, oui, c'est des biens, les biens, les biens déjà occupés ont tendance à pas trop attirer les investisseurs, mais voilà, je trouve que c'est pas mal aussi. Je pense que le pire, de toute façon, c'est d'acheter un bien qui est déjà rénové Hmm. quand tu es investisseur, parce que là, bah, forcément, tu payes le prix fort. Euh, tu sais pas forcément comment ça a été rénové. Voilà, moi, je préfère qu'il n'y ait rien qui soit fait et je le fais à ma manière. C'est ça, comme ça, Euh, tu sais ce que tu fais, tu sais la valeur ouais, que tu ouais, amènes ouais, dedans, quoi. ouais, Et ça puis c'est surtout, sûr. tu Voilà. l'achètes à un prix plus intéressant. Oui, voilà. Bah, justement, sans transition, le bien d'après, c'est un bien neuf, tu vois, Ok. pour dire le contraire de ce que je viens de dire. C'était donc c'était une maison neuve. Bah, l'immobilier, c'est plein de contradictions. Euh, Là, c'était parce que c'est du cas par cas en fait. À chaque fois, ça qu'il faut comprendre. Je sais que souvent les gens cherchent des règles et des règles simples, euh, mais il y en a pas beaucoup dans l'immobilier des règles simples. C'est beaucoup de cas par cas. Là, il se trouve en l'occurrence que là, j'ai acheté une maison neuve après, c'est en 2017 aussi. Maison neuve. Alors pourquoi je l'achète cette maison? Parce que je cherchais une résidence principale que je pouvais transformer après et mettre en location. Parce Ok. que j'étais toujours, tu vois, j'habitais toujours à côté de mes immeubles là. Mhm. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien quand même me loger correctement, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas vraiment de quoi se loger correctement autour. Et donc je me suis dit, je vais acheter une maison neuve qui fera un très bon bien locatif après, Mhm. euh, puisqu'il n'y aura pas de travaux pendant normalement assez longtemps, qui sera aux normes, etc. Et celui-ci, je l'ai acheté parce que c'était une queue de programme. Donc c'était la dernière maison dans un projet de, je sais pas combien il y avait de maisons, 25 ou 30, qui était revenu sur le marché puisque l'acheteur précédent n'avait pas eu son financement. Ok. Et donc j'ai pu la négocier. J'ai pu négocier, je sais plus combien, 10% dessus. Donc sur du neuf, voilà, c'était pas mal, elle était déjà pas chère. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté cette maison-là. Donc que j'ai occupée pendant non, plus 2 ans. Pendant Ok. 2 ans, je l'ai habité, je crois. euh, Avant de la basculer en coloc. Ouais. D'accord, ok. Donc, et c'est resté, Ouais. j'imagine que grâce au fait que ce soit en coloc, ça reste rentable. Enfin, tu fais quand même du cash flow avec ce projet-là. Ouais, ouais, ouais. Au départ, non, parce qu'au départ, tu vois, cet emplacement-là, je n'étais pas sûr de. Je teste beaucoup les prix. Au départ, j'étais un peu mieux que l'autofinancement, mais bon, moi, ça m'allait, hein. Je me suis dit, Mhm. sur une maison neuve, ça C'est déjà va. bien. Et en fait, j'ai fait plusieurs trucs. Déjà, j'ai augmenté les loyers. Bon, là, l'actualité récente a fait que les loyers ont pas mal augmenté. C'est pour ça, devenez propriétaire. Vous répercutez l'inflation, vous faites comme les supermarchés. Euh, et donc, donc le loyer a pas mal augmenté. Et surtout, depuis longtemps, depuis 2018, euh, parce qu'il y avait une mode à un moment donné, c'était de dire il faut fournir une coloc clé en main, le locataire vient avec sa valise, tu vois, il s'installe, c'est la princesse, quoi, tu vois. Mhm. Euh, Sauf que moi, 2018, j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis rendu compte que les gens ne, quand c'est pas eux qui payent les factures, bah évidemment, Je fais ils n'importe quoi. consomment plus. Voilà. Donc moi, c'est ce que je racontais dans mes formations depuis l'époque en disant n'incluez pas l'énergie dans les contrats. L'énergie, c'est les locataires qui se gèrent. Alors, à chaque fois, les gens me disent, mais les colocataires, comment ils font pour se partager? Ben, ils se Mais ils se démerdent, en démerdent. fait. Ouais, c'est pas ton problème, en fait. Ce que je leur Et dis, c'est pas ton problème. Ils font surtout comme que ils veulent. moi, j'étais exactement confronté à cette problématique l'année dernière pour ma première coloc et cette année, du coup, c'est la deuxième et pareil, je leur ai dit, bah, c'est à vous de vous démerder. Ce que j'ai appris après coup, et tu dois le savoir aussi, mais t'as pas le droit de faire des régules sur l'énergie. T'as pas le droit de revendre de l'énergie en fait. Et Oui, bon, donc, ça fait partie des pseudo-règles pas appliquées, dont tu sais pas d'où ça sort.
Oui, t'as pas le droit de. Enfin, c'est sûr que si tu inclus l'énergie, il faut faire un forfait. Voilà. C'est ça, Tu tu peux peux faire pas de faire de régularisation régule, des c'est charges. ça. Alors que sur l'eau, tu peux, D'où quoi. le truc, d'où le truc que je disais, c'est-à-dire que si ton forfait, il faut bien le dimensionner, sauf que quand c'est la première fois que tu mets un bien en location, tu sais pas trop combien ça va te coûter, donc faut pas te louper. Si la loi dit aussi que normalement le forfait ne doit pas être manifestement surdimensionné, c'est les termes qui sont employés. Et quand tu sais pas comment tu dimensionnes, tu prends forcément une marge. Donc au final, les locataires se retrouvent à payer parfois plus. Mhm. Donc, et puis en plus, il y a quand même beaucoup de saisonnalité dans les consommations énergétiques, donc c'est compliqué. Donc, moi, j'ai pris le parti de dire les colocataires se démerdent. Donc, si tu veux, quand tu prends ça, si tu veux que j'ai augmenté les loyers, et puis en plus, il y a les charges que je ne paye plus, enfin les charges d'énergie notamment, ce Ouais, qui fait qu'aujourd'hui, augmentes ton rendement, le quoi. bien, il est beaucoup plus rentable qu'il y a 2 ans ou 3 ans, quoi. Ou, enfin, que 2019, voilà, quand je l'ai mis en location. Ok. Je vois que le temps passe vite, Mickaël. On est déjà bientôt à l'heure, alors qu'on n'a même pas fini ton parcours immobilier. J'ai encore 18 000 questions sur tout ton patrimoine. J'ai acheté encore, bon, je sais pas, on fait vite Alors, pour le reste. ouais, dis-moi déjà combien t'as de l'eau aujourd'hui? Aujourd'hui, combien t'as de l'eau en immobilier? J'en ai plus de 43 aujourd'hui. 43, ok. Et tu gères tout toi-même ou non? T'as délégué la majeure partie, j'imagine, en agence ou à des gens? Alors, je gère tout moi-même et j'ai délégué la partie terrain à des mandataires privés, pas Ok, une agence. d'accord. Donc, c'est dire que les 43 lots, c'est toi qui gères au quotidien l'entretien, les charges, tout ça. Enfin, quand un locataire a un souci, il t'appelle à toi directement? Alors, j'essaie qu'il m'appelle pas, j'essaie qu'il appelle le gestionnaire qui est sur place. D'accord. Ah, mais t'as Ce quand qui même arrive quelqu'un, là. voilà, t'as quand même un intermédiaire que tu payes, qui n'est pas une agence, mais une sorte de, je vais pas dire un homme à tout Ouais, c'est faire, mais peut-être un concierge un gestionnaire, ouais, ouais, c'est voilà, ça. qui va gérer, qui fait la première intermédiaire, et j'imagine le gestionnaire t'appelle quand. Mais du coup, c'est quoi la différence avec une agence? Parce que j'avais vu dans tes derniers posts Ah, que t'étais pas très fan des agences, et je suis 100% d'accord avec toi, parce que moi j'ai fait une seule expérience en agence et c'était une catastrophe. Euh, je veux savoir du coup, c'est quoi que t'appelles un gestionnaire? Comment tu le trouves? Enfin, comment tu peux contrecarrer finalement le fait de passer en agence pour déléguer? ouais. Alors, bon, la différence avec une agence, c'est qu'une agence, c'est une activité soumise à un certain nombre de lois, comme la loi Hoguet ou d'autres types de lois, sur la transaction, sur la gestion, etc. Les fameuses cartes que tu connais peut-être, Carte T. TG, voilà. Ouais, ouais. Voilà, transaction ou gestion, il y a une carte, voilà. Mhm. Euh, et donc la différence, c'est que mon gestionnaire, lui, il touche pas à l'argent, Mhm. donc il fait pas de gestion au sens agence. Ouais, financière, ouais. C'est moi qui le fais. Il fait pas les contrats, c'est moi qui les Mhm. fais. Tu vois, donc il y a j'ai fait une séparation des tâches qui me permet de déléguer à qui j'ai envie de déléguer Mhm. et qui n'a pas besoin d'habilitation particulière, parce qu'en fait, je lui demande de faire certaines tâches précises. Et tout ce qui est financier, tout ce qui est gestion administrative, On c'est va moi dire qui tout le ce fais qui au est final. contractuel et financier, toi tu gères, et lui il va gérer Ouais, vraiment la partie opérationnelle, c'est-à-dire il y a une exactement. fuite, machin, on l'appelle à lui et c'est lui qui vient. Alors c'est lui ou alors peut-être lui qui fait le lien, qui va trouver les artisans. C'est lui l'artisan ou c'est lui qui trouve les artisans? Il est artisan, enfin, il peut faire un certain nombre de choses, et Mhm. sinon, il trouve des artisans. Sinon, j'ai mon réseau d'artisans, donc ça dépend des situations, des disponibilités. C'est ça qui est un petit peu le plus aléatoire au final dans l'histoire, c'est que ça va dépendre du moment. Est-ce qu'il est là, pas là, blessé, pas blessé, Ouais, d'accord. voilà. Mais il faut avoir de la redondance, il faut avoir plusieurs contacts. J'ai plusieurs personnes possibles pour Et, que- chacune des et tâches. comment tu rémunères ce gestionnaire? Est-ce que tu le rémunères on va dire au coup de fil passé, enfin quand il y a à chaque souci ou il y a une rémunération régulière? Comment tu fais? C'est à la facturation. Ouais. Donc c'est un freelance. Hein, il me fait des factures, tout simplement. Il me fait des factures en fonction des prestations. Alors quand c'est lui qui fait les travaux, il va me faire une facture de travaux réalisés, quoi, tu vois. Mhm. Et puis sur des tâches, alors il peut y avoir il y a des cas particuliers. Il y a beaucoup de cas particuliers dans l'immobilier, mais il y a des cas particuliers où tu vois, je sais pas, là, il y a un immeuble sur lequel on a refait une colonne électrique et donc il a fallu faire 25 rendez-vous avec Enedis.
il va aller au rendez-vous, tu vois, il va me le présenter. Donc ça, il va me facturer ça au temps passé, tu vois, parce que c'est un peu dur à les facturer déplacements, autrement. Voilà. Il va me faire un package avec dire ça a pris à peu près tout cumulé, je sais pas, ça m'a pris 4 heures. Donc voilà, il y a ça. Et puis pour les relocations, c'est un forfait. Tu vois, pour les relocations, on fait un forfait pareil parce que. Ouais, pareil, parce que du coup, il fait faire les visites. Il s'occupe aussi de faire les visites et les états des lieux. Il fait les visites. Ouais, okay. Ouais, il fait les visites. C'est vraiment c'est le profil parfait, quoi. C'est ça. Ça, c'est un forfait parce que, bon, avec l'expérience, alors bien sûr qu'un appartement de 100 mètres carrés, ça prend pas le même temps qu'un 20 mètres carrés. Mais j'ai pas d'appartement de 100 mètres carrés. Donc là, ils sont à peu près tous dans un. Bon, il y a des très petits, mais ils sont à peu près tous dans la fourchette 20 à 50 mètres carrés, si tu veux. Ce qui fait que ça prend à peu près le même temps. Et donc, et comme c'est des biens qui sont plutôt bien placés, qui sont en général rénovés, c'est assez facile à relouer. Tu fais pas des visites pendant 3 semaines, tu vois. En général, tu fais 1 ou 2 rendez-vous de visite et normalement, j'ai un bon dossier dans l'histoire. Et donc, du coup, c'est forfaitisé pour que ce soit simple pour tout le monde à gérer, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, super clair. On arrive déjà pas loin de la fin. Déjà 1 heure d'échange. Donc, non, mais c'est super intéressant. Je trouve en fait que ton parcours, il permet de montrer que finalement, tu peux gérer un certain nombre de biens immobiliers à distance, quoi. Enfin, tu vois, tu contredis un petit peu moi l'image que j'ai de devoir être proche pour ces biens. Et je suis content parce que tu me challenges un peu aussi sur cette idée reçue que j'ai moi-même. Donc c'est super intéressant. Et puis je trouve que la solution du gestionnaire là, d'avoir bien découpé les tâches entre toi tu gères la partie contrat administrative et que lui gère la partie en gros présence physique sur place. C'est vraiment c'est intelligent, quoi. C'est intelligent et ça permet de déléguer, du moins de déléguer intelligemment, quoi. Que tu sais ce que tu payes concrètement, quoi. Voilà, c'est ça. Au moins, tu sais ce que tu payes et tu pilotes et tu peux ajuster, tu peux changer les choses. Ouais. Bien sûr. Alors, évidemment, c'est toujours mieux si tu es à côté. Hein. Ça reste l'idéal. Et puis, si tu veux pas t'occuper de tout ça, faut acheter des locaux commerciaux. Hein. On n'a pas parlé. J'en ai acheté quelques-uns après, un peu plus tard. Mais ça, au moins, t'es tranquille. La gestion, il y en a pas. Hein. Ouais. Mais souvent, c'est un peu moins rentable. Donc... ce qui fait que en création de patrimoine, cash flow, c'est pas ce que les jeunes investisseurs font. Mais ça reste une très bonne option. En termes de tranquillité, t'es plus tranquille, quoi. Ouais, souvent les vieux investisseurs, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils ont commencé par du locatif et puis après, quand ils peuvent, ils sortent du locatif. En général, ils passent sur des SCPI, quoi. C'est encore plus passif. Ouais, SCPI ou locaux commerciaux. Enfin, voilà. Plus avoir à être sous la loi 89. Peut-être raison pour laquelle les CPI investissent dans les locaux commerciaux aussi, pour limiter leur gestion aussi, quoi. Pour que la plupart des CPI, en tout cas, investissent en bureau et commerce, parce qu'ils savent qu'il y a en gestion, c'est beaucoup moins que l'habitation, quoi. Oui, il y en a peu dans le résidentiel, hein. Il y en a très peu. Je pense qu'il y en a, se compte sur le doigt d'une main. Il y en a vraiment, c'est 1 ou 2%, c'est très très rare. Ok, alors, du coup, on va pas tarder à terminer. Je vais quand même te poser au moins 2 grosses questions que je voulais te poser avant de terminer. La première, c'est: quelles est selon toi les choses que t'es arrivé si vite, comment dire, je te l'ai posé en parlant français, quelle est selon toi la chose ou les choses qui font que tu es arrivé si vite à la liberté financière? Donc on parle quand même de 7 ans où tu es parti de rien, donc quelles sont les choses? Alors ça peut être du concret comme de l'abstrait, hein, ça peut être des astuces mindset, psychologie, ou ça peut être tu vois, dans les stratégies que tu as testées qui t'ont permis d'aller plus vite. Qu'est-ce que tu dirais? Ça peut être une ou plusieurs choses qui ont fait que t'as pu atteindre la liberté financière si vite. Il y a une première chose, je pense, c'est d'en faire une priorité. Ça reste la base. C'est-à-dire que moi, j'y ai consacré la majeure partie de mon temps. Donc, il faut en faire une priorité. Ça vient pas par hasard. Ensuite, ce qui a largement contribué, c'est que moi, c'était associé à de bons revenus par ailleurs. J'avais de bons revenus à côté dans ce que je faisais. Donc ça marche. C'est un écosystème qui marche bien, qui s'entretient lui-même, ce qui fait que j'ai pas. Quand tu dis bons revenus, c'est-à-dire des bons revenus de ton activité de freelance. Ouais. C'est ça? Qui te permettait du coup d'avoir un meilleur profil pour les banques, donc on était dans un cercle vertueux, quoi. Ouais, exactement. Freelance, et puis après sur toute la partie business en ligne, hein, parce que moi après j'ai basculé sur la partie business en ligne. Du freelance, je suis passé sur la partie business en ligne.
Donc, si tu veux, ça aussi, c'est un facteur qui a été déterminant pour moi. Ça compte beaucoup puisque j'ai jamais été bloqué pour le financement, toi. Donc, ça, c'était très bien. Et puis après, je pense un dernier conseil peut-être, c'est au-delà de tout ce qu'on peut entendre, voir, etc., etc. Je pense que c'est important de faire par soi-même et de d'oser par soi-même aller tester des solutions, des approches, aller tester des marchés, aller tester, tu vois, des modes de location, tu vois, d'aller faire tout ça. Parce que ce que j'ai observé, c'est que plus tu arrives tôt sur un secteur avec une approche qui n'existe pas encore, plus ça sera rentable pour toi. Donc voilà, Faut oser. je pense il faut oser, ouais, il faut oser aller appliquer, aller chercher, ou même tester carrément des choses qui ne se font pas forcément, parce que ce qui marche à un instant T a tendance à changer avec le temps. Et, et donc, il y a personne qui va. Enfin, le jour où on vous dit, le jour où on dit à tout le monde, faites ce type d'investissement, ça marche, tu peux être sûr que dans 2 ans, ça marche plus parce que tout le monde fait la même chose. Voilà. Il y a un effet comme ça de masse dont il faut avoir conscience quand même. Donc, voilà. Yep. Ok, mais merci beaucoup pour tous ces conseils, Mickaël. Juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous parler très rapidement du reste de ton patrimoine? On va parler peut-être en pourcentage, tu vois, de ton patrimoine global. Combien l'immobilier ça représente? Et quels sont les autres investissements que tu as testés ou que tu as fait en proportion grossière, tu vois, sur 100%, quelle est la part d'immobilier, bourse, tout ça, quoi. Ouais. Bah, l'immobilier, c'est une très grosse partie. Ça doit être 60%, je pense, du patrimoine. Euh, Parce qu'après, voilà, donc après tout ce que j'ai raconté, j'ai encore acheté 3 immeubles et puis d'autres trucs, tu vois. Donc, t'as encore augmenté la c'est une part. très grosse partie. Ben ouais, c'est une grosse partie parce qu'il y a l'effet de levier, voilà. Euh, euh, donc après, j'ai toute la partie bourse, SCPI. Donc je sais pas ce que ça représente en pourcentage, mais c'est peut-être 10-15% qui doit être en SCPI, que j'ai fait avec du financement bancaire aussi. J'ai aussi investi dans des foncières privées. Ok. C'est pareil, environ 10-15%. Quand tu dis foncières privées, donc là, c'est pas des foncières cotées, du coup. C'est pas des foncières cotées, non, elles sont privées. Ok. On est 20, 30, 40 selon les foncières. Et puis la foncière, généralement, a très peu d'actifs. Elle a entre 2 et 4 biens. Ok. Mais c'est des biens à chaque fois entre 2 et 4 millions. Donc elle a des, tu vois, des très gros bureaux, style Pôle emploi ou des trucs comme ça. Donc j'ai ça aussi en immobilier, du coup, non coté. Et puis après, j'ai un portefeuille financier en bourse avec des ETF, tu vois, assez classiques. Quelques titres en direct. La crypto-monnaie un petit peu? Private equity? Ouais, j'ai un peu de crypto. Donc, évidemment, Bitcoin maximaliste, un peu d'Ethereum et puis un peu d'autres projets à côté, anecdotiques, on va dire. Ouais. Voilà, et puis j'ai aussi une partie de mon patrimoine de plus en plus importante, mais qui est débancarisé, comme je le dis, c'est-à-dire qui est pas qui est pas sur un compte bancaire. Donc par exemple des parts de voitures de collection, évidemment des métaux précieux. Voilà, je diversifie aussi comme ça une partie de mon patrimoine pour déjà qu'elle soit anti-inflation, soit de manière purement sécuritaire. Voilà, il y a différents objectifs, mais l'idée c'est d'avoir une partie qui soit hors système, voilà, qui soit hors système bancaire. Ouais. Ok. Voilà, en synthèse, en très vite, je réfléchis, mais ça. Bon, il va falloir qu'on refasse un épisode, Mickaël, pour faire tout le reste. Hein. Voilà, on a fait un épisode immobilier, parce que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as en bourse, tes SCPI,
même la partie non bancarisée m'intéresse beaucoup, et je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup de monde de mon audience. Donc bon, on en rediscutera, mais on fera peut-être un deuxième épisode pour rediscuter du Ouais, reste. avec plaisir, avec plaisir. Hors IMO, ouais. Pas de souci. Bah écoute, Mickaël, tu peux dire peut-être où on te retrouve, où c'est qu'on peut te suivre. Ouais, bah sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, il y a mon blog, voilà, il y a différents réseaux où Donc je suis Esprit présent, Riche sur Facebook. le blog, et puis Mickaël Ferrari Ouais, sur le reste. exactement. Bon, nickel. Je mettrai ça aussi en description. Merci beaucoup, Mickaël, pour ton temps, ton partage d'expérience. Et puis, à bientôt pour un épisode 2, je pense. Hein. Merci. Merci, à bientôt. À plus. Salut.